voudrais donc, Jean-Louis Mandel, qui est le modérateur, président de la Fondation Maladies Rares, nous a rejoint. Et je voudrais demander à Juliette Nectou, qui est généticienne moléculaire à Cochin, et Alexandre Bello, qui est co-animateur de la filière FAI2R et qui est immunologiste au CHU de Lyon, de nous rejoindre, ainsi que Frédéric Huet, qui est président de la Société française de dépistage néonatal, Laurent Servet, qui est coordinateur du centre de référence des maladies neuromusculaires, et Christian Cotet, qui est le directeur général de l'AFM. Voilà. On aura un timing un peu particulier parce que Madame Agnès Buzyn nous rejoint donc tout à l'heure, aux alentours à peu près de midi moins le quart. Et il faudra si c'est possible, qu'on puisse libérer la scène pour qu'elle puisse prendre la parole. Elle a une allocution à faire sur notre sujet. Eh bien, bonne table ronde. Voilà, donc merci à tous d'être là. Et on a un programme serré avec en plus une participante qui n'était pas prévue au départ, mais qui est d'importance, qui est Madame Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Donc ça risque d'être un peu shaky parce que quand elle viendra, on va arrêter un peu au milieu et on reprendra après. Donc il y a en fait deux thèmes dans cette dans cette table ronde de cette session, puisqu'il y a des présentations et table ronde. Les progrès à venir pour le diagnostic des maladies rares grâce à la recherche et peut-être à des aspects organisationnels. Et d'autre part, en ce qui concerne le dépistage néonatal, on en a déjà entendu parler ce matin dans les allocutions de Madame Bichet, de Madame Triclin, l'évolution du dépistage néonatal en France par rapport à ce qui se fait ailleurs, et le cas particulier et très urgent, je dirais, de la myotrophie spinale, où il y a à la fois des progrès thérapeutiques absolument extraordinaires, mais qui posent le problème effectivement du dépistage néonatal. Donc nous avons donc des experts et ils se présenteront eux-mêmes, je vais pas les présenter. Alors je vais revenir sur cette histoire d'errance diagnostique, mais je crois à la session précédente, c'était Anne-Sophie Lapointe, je pense, qui a déjà dit qu'il y avait deux types d'errance, ou c'était Jean Boulet, oui, je crois que c'est Anne-Sophie, sur qu'est-ce que c'est l'errance diagnostique et est-ce que le séquençage du génome va-t-il résoudre le problème de l'errance, en tout cas pour les maladies à causalité génétique forte, c'est-à-dire, disons, pour faire court, les maladies monogéniques. Donc l'errance diagnostique, c'est quoi? C'est le temps entre le moment où les parents ont constaté qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui les inquiète, et le diagnostic précis, quelle est la maladie, quelle est la cause, et évidemment, qu'est-ce qu'on peut faire aussi. Et donc, la première des choses, c'est de dire qu'il existe deux types de diagnostics. Il y a le diagnostic bioclinique, un patient a une rétinite pigmentaire, a une myopathie des ceintures, ou même pour un syndrome génétique, mais qui est très bien cliniquement défini, le syndrome de Bardet-Biedl. Il a un syndrome de Bardet-Biedl. Il y a 20 gènes qui peuvent expliquer un syndrome de Bardet-Biedl, mais déjà d'avoir un diagnostic de syndrome de Bardet-Biedl, c'est un diagnostic. Par contre, effectivement, on peut se dire avoir une définition clinique de déficience intellectuelle, ça recouvre potentiellement plus de 1000 maladies, donc on est... Voilà. Donc ça, c'est le diagnostic clinique qui est utile, qui est nécessaire, au départ déjà pour une première prise en charge, mais ensuite il y a le diagnostic de la cause, quel gène, quelle mutation pour les maladies monogéniques, et Alexandre Bello nous parlera pour les maladies qui ne sont pas à causalité génétique principale, quelle dysfonction qui permet de conclure que c'est effectivement telle maladie spécifique, par exemple inflammatoire, etc. Donc, le diagnostic établissant la cause, c'est nécessaire pour prévoir l'évolution, la prise en charge médicale,
les traitements les mieux adaptés, les comorbidités et le risque de récurrence familiale, donc le conseil génétique. Alors, en principe, si c'est génétique, on devrait trouver la réponse en séquençant l'exome ou mieux, effectivement, le génome. Le problème, c'est est-ce qu'on sait toujours si c'est génétique? Et en fait, on ne sait si génétique que, si le tableau clinique est très spécifique, et on peut dire, dans ces cas-là, quand on voit un tel tableau, c'est certainement génétique, et quelquefois, même si on n'a pas trouvé la mutation, on sait qu'elle doit se trouver quelque part, même si on ne l'a pas trouvée. Ou parce que c'est familial. Encore que des récurrences familiales peuvent être aussi des récurrences d'exposition environnementale. Donc familial ne veut pas toujours dire que c'est génétique. Et donc finalement, et ça c'est ce qu'il faut comprendre, qu'on est sûr que c'est génétique le jour où on a trouvé le gène et la mutation. Là, on sait que effectivement c'était génétique. Alors ensuite, il y a une deuxième cause, c'est entre la première constatation et que c'est adressé donc que le médecin qui est généraliste ou pédiatre se dise effectivement ça pourrait être une maladie rare, ça pourrait être peut-être génétique, et adresse à un spécialiste. Donc là, c'est un temps qui pourrait s'améliorer par une meilleure formation-information des médecins, de la population générale, des familles. Et donc ça, c'est peut-être d'ailleurs où la recherche en SHS pourrait être utile pour savoir quelle est la meilleure manière d'informer, d'éduquer à ces divers niveaux. Ensuite, de la consultation par le spécialiste aux tests de séquençage adaptés. Alors c'est certain que l'errance diagnostique d'avant, c'est parce qu'on était très limité en possibilité, par exemple, de séquençage. On faisait du gène par gène, c'était très long, souvent il y a des gènes trop grands qu'on ne pouvait pas séquencer, etc. Donc ça a explosé depuis, je dirais, 2012, avec le séquençage à haut débit, ce qu'on appelle les panels ou les exomes. Les exomes, c'est 2% du génome. Donc ça a fait faire énormément de progrès au diagnostic, mais en France notamment, mais dans beaucoup d'autres pays, avec des inégalités territoriales. Selon que vous êtes à Cahors ou que vous consultez à Necker, votre chance d'avoir un exome en temps et en heure est très différente. Donc, inégalité territoriale. Et puis, il y a aussi des connaissances qui continuent à progresser. Donc, si vous avez eu, il y a 5 ans, un exome négatif, peut-être qu'il faut le réanalyser, parce qu'au vu des connaissances depuis 5 ans, on va trouver des choses qu'on n'avait pas trouvées il y a 5 ans, ou on va trouver des choses dans 5 ans qu'on n'a pas encore trouvées maintenant. Et puis la qualité technique s'améliore. Un exome de 2012 rate 20% des séquences codantes. Maintenant, c'est beaucoup mieux, on en rate peut-être encore 5%. Et puis le génome complet, en fait, à l'heure actuelle, comme disait Jean-François Deleuze, ça permet un exome complet. Alors, simplement pour illustrer, un génome humain, c'est 2 copies donc, de génome, c'est 2 fois 500 000 pages comme celle-ci. Et il y a certaines maladies génétiques où simplement un changement d'une lettre sur les 6 milliards des 2 copies de génome suffit à donner, par exemple, une déficience intellectuelle extrêmement sévère, une myopathie extrêmement sévère, etc. Donc la question, c'est comment interpréter. Et pour ça, pour certains gènes, c'est plus facile parce qu'ils sont bien connus, il y a des bonnes bases de données, il y a des types de mutations qui sont bien spécifiques. Pour d'autres, ça peut être très difficile parce qu'on a peu de données, le type de mutation est plus difficile à interpréter. Donc on utilise des logiciels, par exemple, de prédiction bioinformatique qui sont indicatifs, mais on ne peut pas se baser entièrement sur eux. Les tests fonctionnels peuvent être faits en recherche, mais là aussi, il y a une telle masse de données qu'à l'heure actuelle, de toute façon, les labos diagnostiques ne peuvent pas vraiment faire ces tests fonctionnels. Et puis, il y a les VUS et les VUS, et encore les VUS. C'est quoi les VUS? C'est ce qu'on appelle des variants, donc dans les séquences codantes, de signification incertaine ou variants of uncertain significance. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que pour certains gènes où on a encore peu de données,
où le type de mutation, c'est que, par exemple, ce qu'on appelle des faux sens. Il y a dans les bases de données telles que ClinVar, qui est une base de données des résultats génétiques de diagnostic, il y a plus de VUS que de mutations qui sont catégorisées comme pathogènes. Et ça, c'est d'autant plus important que le gène est découvert récemment ou que c'est une maladie très rare, donc peu de données dans les bases de données. Et il y a une insuffisance des bases de données. Par exemple, la base, je dirais, la plus utilisée, c'est une base américaine qui s'appelle ClinVar, mais base américaine qui contient des données aussi d'autres pays, qui permet de savoir que voilà, tel variant a été, sur la base d'un certain nombre d'arguments, considéré comme pathogène, considéré comme bénin ou, souvent, comme VUS. Il faudrait plus de bases de données avec plus d'infos sur le phénotype. Et là, comme on l'a entendu d'ailleurs tout à l'heure pour le plan France médecine génomique, quelquefois des considérations réglementaires ou des considérations éthiques malvenues entraînent une perte de chance pour les patients. Je pense qu'un jour, il faudra se poser la question, est-ce que vraiment on est dans ce que Peggy disait de Kant? Kant a les mains propres, mais il n'a pas de mains. À force d'avoir des réglementations pour éviter d'éventuels problèmes, on finit par plus pouvoir rien faire. Bon. Alors, ça, c'est le problème des VUS, c'est pour les séquences codantes, 2% du génome. Et comme l'a dit Jean-François Deleuze, quand on regarde le reste du génome, les 98%, on est encore en plus mauvaise position pour pouvoir les interpréter. Et il y a quelquefois des variants qu'on a éliminés parce que trop fréquents dans les bases de données, et qui sont très importants. Je donnerai un exemple d'une maladie rare, très rare, qui est, j'allais dire, facile à diagnostiquer d'ailleurs du point de vue maladie, qui s'appelle le TAR syndrome, thrombocytopenia absent radius. Thrombocytopenia, c'est trop peu de plaquettes sanguines. Absent radius, c'est absence du développement des avant-bras, du radius. Facile à diagnostiquer. Il y a une dizaine d'années, on a trouvé, enfin des chercheurs, je crois allemands, ont trouvé que 100% des patients avec TAR syndrome avaient une délétion sur le chromosome 1 qui emportait, je ne sais pas, 180 kilobases et plusieurs gènes. Donc ça, c'était vraiment 100% des patients. Seul problème, c'est que dans 30% des cas, ça venait d'un parent qui avait exactement la même délétion et qui n'avait rien du tout. Pas une question de pénétrance partielle, etc. Il y a un parent qui n'avait rien du tout, avec la même délétion, et eh bien, le résultat, ça a mis quelques années à comprendre, c'est qu'il y a deux variants qui sont présents dans cette région à une fréquence de 1 à 3% dans la population. Quand on a une variation à 1 à 3% pour la population, on dit que ce n'est pas pathogène. Mais quand elle est face à la délétion, finalement, ce qu'on pensait être une maladie dominante est une maladie récessive, et l'autre allèle trop fréquent et qu'on élimine dans les bases de données, il est présent, c'est un allèle non codant, c'est dans une séquence régulatrice, non codant, et donc ça, c'était impossible à détecter par des méthodes bioinformatiques, etc. Il fallait vraiment faire des expériences. Donc ça, c'est un exemple de ce qu'on peut trouver dans le génome, mais c'est très difficile. Donc, comment faire? Et je pense que Stylianos va en parler, et peut-être aussi Alexandre Bello, sur l'intelligence artificielle, les omics, etc. Mais je pense une des choses, c'est qu'il faut pouvoir encourager, oui, les laboratoires diagnostiques à rentrer les données dans des bases de données variants et phénotypes. Il y a beaucoup de données qui sont dans les laboratoires de diagnostic qui restent dans la base de données du labo, ou dans la base de données de Imagine, ou dans la base de données, etc. Et on n'en fait rien, elles sont difficilement accessibles. Et je donne un exemple, la base ClinVar, je ne sais pas si vous arrivez à lire, elle est alimentée, les 5 premiers labos, avec 170 000, 140 000, 120 000, 50 000 variants qui sont répertoriés et avec leur interprétation. C'est des labos privés de génétique américains. C'est Invitae, c'est
GeneDx qui a fait 140 000 exomes, etc. C'est des labos privés qui mettent ces données qui sont consultables gratuitement par n'importe qui. Et si on regarde les premiers Français, il faut aller tout au bout de la liste avec 600. Et je dirais, le labo que j'ai dirigé, c'est encore pire. Et pourquoi ? Les gens disent oui, on aimerait bien, mais on n'a pas le temps. Donc il faudrait une motivation, je dirais, financière. Et la dernière chose, pour ce que j'appellerais des vus et les vus, il commence à y avoir des stratégies basées sur CRISPR très systématiques faites aux États-Unis qui permettent de regarder, non plus variant par variant, mais centaines ou même milliers de variants. Dans le cas pour BRCA1, c'est 4000 variants faux sens qui ont été analysés d'une manière très systématique, mais évidemment, c'est des projets chers qui demandent des moyens de l'automatisation énormes. Voilà, je vous remercie. Et je vais donner tout de suite la parole à Stylianos. Merci. Est-ce que je peux aller là? Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Excusez-moi pour mes français élémentaires, moi je parle comme un enfant de 5 ans. Mes remerciements à Jean-Louis Mandel et aux membres de notre laboratoire et les agences qui financent la recherche dans notre laboratoire, le Fonds national suisse, l'Union européenne, le ERC, le NIH aux États-Unis et 5 fondations, Proviso, Ludwig Gebhard, Le Jeune et Child Care. Alors la génétique, comme vous savez mieux que moi, est basée sur la variabilité génomique. Nous tous, on est assez différents l'un de l'autre. Si je compare 2 génomes par hasard à la population, je vois que 0,9%, ils sont différents. Cette variation est très importante pour nous, pour notre espèce. Cette diversité, c'est super important parce que la variabilité génomique nous donne la possibilité d'évoluer et de s'adapter à l'environnement qui change toujours. Et le grand secret de la médecine, qui est très évident, c'est que les maladies génétiques rares et fréquentes, sont le prix à payer pour le potentiel d'évolution et d'adaptation. Et comme Theodor Dobzhansky, qui était un grand scientifique de l'évolution, il a dit « Rien en biologie n'a de sens si ce qu'à la lumière de l'évolution. Rien en médecine n'a pas de sens si on ne pense pas évolutionnairement. » Alors, combien de gènes nous connaissons aujourd'hui, les gènes qui codent des protéines, qui sont liés avec un phénotype, avec une maladie? Je fais ça hier, 4410. En 1980, on avait le bêta-globin gene qui fait la thalassémie et la drépanocytose. Et maintenant, une cinquantaine d'années plus tard, on a 4410. Mais on n'est pas encore à la totalité. L'équipe de Sanger en Angleterre, il a fait un calcul qu'on rate à peu près 1000 gènes pour des maladies dominantes. Le petit secteur là. Et on a fait un calcul qu'on rate à peu près 7000 gènes pour les maladies récessives. Alors, la plupart d'inconnus, le secteur vert, sont les maladies récessives. Et si vous faites la séquence de votre génome ou de votre exome aujourd'hui, on peut dire médicalement, on peut faire un diagnostic médical sur seulement 0,33% de notre génome. Et on espère que dans les années qui viennent, 10, 15 ans qui viennent, on va faire tout un diagnostic sur la totalité de l'exome
qui est à peu près à 1,6 ou 2% de notre génome. Alors, j'ai 3 objectifs pour la recherche pour les années qui viennent. Le premier objectif, c'est identifier tous les gènes codants pour des protéines responsables de maladies mendéliennes. Mais le partie fonctionnelle du génome, ce ne sont pas seulement le gène qui code de protéines. Alors, l'objectif élargi, c'est d'identifier tous les éléments génomiques fonctionnels responsables de maladies mendéliennes. Le parti gène non codant, le parti de la régulation, etc. Alors, comment trouver le gène inconnu? Parce que la plupart des gènes connus sont liés aux maladies dites récessives. On a besoin de mariages consanguins qui produisent des enfants qui, dans leur génome, ils ont les régions homozygotes assez larges, peut-être 10 ou 20 fois plus larges que nous, Européens. Alors, si vous faites une carte de mariage consanguin dans le monde, vous allez voir cette zone de mariage consanguin. Et les 2 pays qui pratiquent le mariage consanguin le plus sont l'Arabie Saoudite et le Pakistan. 6 sur 10 mariages, ils sont des mariages de cousins germains. Alors, on a fait un petit projet qui s'appelle Swiss-Pakistani Collaborative Consanguinity Project, avec une collaboration suisse et pakistanaise. On a eu 7 ou 8 centres de prélèvement. On a récolté jusqu'à maintenant à peu près 450 familles avec 2 phénotypes. Phénotype facile à étudier, à voir, à identifier, la déficience intellectuelle et la déficience visuelle. Et on a analysé 350 familles comme ça, et on a trouvé 49 nouveaux gènes candidats pour déficience intellectuelle ou visuelle. Les 2 couleurs de ce diapositive, le vert, ils sont dans le secteur public, et le bleu, ils sont en train d'être diffusés dans la littérature scientifique. Autrement dit, les familles consanguines, ils sont, excusez-moi pour la phrase, très utiles pour tout le monde. Ce qu'on trouve au Pakistan ou aux pays arabes, ils sont très importants pour le diagnostic en France ou aux États-Unis ou l'Amérique du Sud, etc., parce qu'on trouve des gènes responsables pour les maladies. Quand même, les mutations, les variants dans d'autres populations, ils sont assez différents de populations originales, mais ils sont très utiles pour élargir la palette de gènes pour le diagnostic. Et si on fait l'identification de gènes, parfois, on peut imaginer un traitement immédiatement, comme dans cette famille 315. C'est une famille d'une déficience visuelle, et le gène responsable s'appelle SLC6A6, peu importe, qui code pour une protéine qui est un transporteur, et la protéine transporte la taurine. Et s'il y a une déficience à la taurine, les gens ils ont une rétinite pigmentaire progressive, une cardiopathie, comme cette petite fille sagement. Alors, on a fait des expériences sur le taux de taurine, etc. Et on a eu la permission de la commission d'éthique en Suisse et au Pakistan de donner la taurine à cette famille. Alors, on a donné la taurine, et c'était un miracle pour cette famille parce qu'on a corrigé la cardiomyopathie et on a arrêté la progression de la rétinite pigmentaire. Alors, je vous donne maintenant un exemple de ce qu'on fait en diagnostic.
En diagnostic, on fait soit un séquençage de génome, comme vous savez très bien, vous avez entendu, un séquençage de l'exome ou un séquençage de transcriptome. Parce qu'on veut voir toutes les régions fonctionnelles, les régions de gènes qui codent des protéines en rouge, les régions de gènes qui codent seulement des ARN en vert, et les régions de régulation en bleu, et puis le transcrit, le ARN, qui sont le rouge schéma. Le rendement diagnostique actuel pour toutes les maladies mendéliennes, c'est à peu près 35%. Il y a des maladies que le diagnostic c'est à peu près 50% et d'autres maladies que le diagnostic c'est à peu près 10%. Alors si vous mettez toutes, c'est à peu près 35%. On est très loin de ce diagnostic. L'exome, il ne nous donne pas le variant de régulation, il ne nous donne pas de variant de pissage, il nous donne beaucoup de variants de signification inconnue. Il y a une détection sous-optimale de copy number variation, CNV, et il y a beaucoup de gènes qu'on ne sait pas encore le lien entre ces gènes de maladie. Le génome, on ne peut pas interpréter les variants non codants à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de variants de signification inconnue, mais il y a la détection de CNV est meilleure et il y a toujours le manque de connaissances entre gènes et maladies. Et le transcriptome nous donne la quantité d'ARN, il nous donne la conséquence de l'épissage, il nous donne l'expression allèle spécifique, il nous donne beaucoup aussi de variants de signification inconnue, et bien sûr, il y a l'inconnu de lien entre le gène et maladie. Maintenant, je vais vous donner dans une minute un exemple de l'importance de bases de données. Quand j'ai séquencé mon génome il y a 3 ans, on a trouvé que je suis porteur de 7-8 maladies assez graves. Et ça s'est basé sur la connaissance il y a 3 ans. En même temps, en plus, je suis porteur de beaucoup de VUS que vous voyez ici à jaune, une 60aine, que je ne sais pas si ils sont de variants pathogéniques ou pas. Mais dans les 3 ans entre la séquence de mon génome et aujourd'hui, on a des bases de données. Alors vous voyez un secteur bleu qui ils sont des variants que je porte qui sont likely benign, bénins. Et il y a des programmes de prédiction de la sévérité de variants à 10%. Alors il reste, après 3 ans, à peu près la moitié de mes variants inconnus qui sont inconnus encore. Alors, objectif numéro 2, c'est d'avoir des bases de données publiques suffisantes sur les variantes et des phénotypes. On a besoin de milliards de variants. Et chaque fois qu'on parle d'un établissement, d'un centre de séquençage, soit pour la recherche, soit pour le diagnostic, il faut toujours penser et convaincre les instances de mettre toutes les données dans le secteur public. Quand même, on fait des diagnostics génétiques parce qu'il y a d'autres génomes qui sont dans les bases de données. Il faut avoir la solidarité et avoir une contribution de chaque patient pour les autres. Et l'objectif numéro 3, je finis, c'est la caractérisation fonctionnelle de toutes les substitutions de faux sens dans un gène donné, comme Jean-Louis a parlé, et aussi la caractérisation fonctionnelle de toutes les substitutions de nucléotides et de toutes les autres altérations génomiques. Il faut connaître quelle est l'importance fonctionnelle de chaque variant dans le génome pour avoir une médecine génomique complète. Avec ça, je vous donne cette phrase
de Shakespeare à Tempest. Ce qui est passé, c'est un prologue. Merci. Jean-Louis, si on peut prendre le micro. Oui, donc à Juliette Nectou et ensuite Alexandre Bello, en espérant qu'il arrivera à terminer avant la venue de Madame la Ministre, sinon il recommencera après. Et on fera une première discussion sur l'ensemble des quatre avec les questions. Alors, Juliette Nectou, qui est à l'hôpital Cochin. Bonjour, merci aux organisateurs. Je m'appelle Juliette Nectou, je travaille à l'hôpital Cochin dans le service de génétique moléculaire et je vais vous parler des enjeux du diagnostic prénatal non invasif pour les maladies monogéniques qui nous intéressent aujourd'hui. Bon, alors je reprends les bases. Qu'est-ce qu'une maladie monogénique? C'est une maladie qui est due à la mutation d'un gène unique. Environ 1% d'entre nous est touché par une maladie monogénique. Pourtant, elles sont d'une sévérité très variable. Elles ne sont pas toutes sévères au point de justifier un diagnostic prénatal. Mais certaines en France justifient un diagnostic prénatal. Et en France, en 2017, on a effectué encore presque 3000 prélèvements invasifs en vue de faire un diagnostic prénatal pour une maladie monogénique. Donc aujourd'hui, la médecine génomique et prénatale, on le voit dans cette session, avance à grands pas, même si on en est qu'au prologue. Et on peut bientôt faire le pari qu'on pourra séquencer le génome complet en période fœtale ou néonatale. Et tout ça va entraîner des options thérapeutiques qui se multiplient dès maintenant, que ce soit in utero ou en période néonatale. Il y a déjà des expérimentations pour des injections de cellules souches chez des femmes enceintes à risque de transmettre une maladie monogénique. Donc tout ça souligne la nécessité de pouvoir proposer dès aujourd'hui un diagnostic prénatal qui soit à la fois précoce dans la grossesse, qui soit fiable et qui soit sûr, c'est-à-dire qui nous ôte le risque de fausse couche qui est dû au prélèvement invasif. Donc ce diagnostic prénatal pourra permettre aux parents de prendre des décisions éclairées quant à la grossesse en cours et aussi d'adapter la prise en charge de cette grossesse, de l'accouchement et de la vie en périnatale. Donc, afin de s'affranchir de tous ces risques de fausses couches qui sont dus au prélèvement invasif dans le diagnostic prénatal classique, on développe de nombreuses applications de dépistage ou de diagnostic prénatal non invasif, ce qu'on appelle le DPNI. Alors le D, ça dépend, c'est pour dépistage ou diagnostic, on va voir ça. Donc le principe de ce DPNI est basé sur l'étude de l'ADN fœtal circulant, ce qui est assez complexe. Cet ADN fœtal circulant, il avait été mis en évidence dès 1997 par Denis Law dans le sang circulant d'une femme enceinte. Presque 20 ans plus tard, on en connaît un peu plus sur la biologie de l'ADN fœtal circulant, mais le DPNI reste très complexe, d'une part parce que cet ADN circulant, il est présent en très faible quantité absolue dans le sang, et en plus parce que l'ADN fœtal circulant ne représente que 5 à 10% de l'ADN circulant total. Il est donc dilué dans un ADN maternel qui est 10 à 20 fois plus concentré. L'immense majorité de toutes les publications scientifiques qui concernent le DPNI concernent plus précisément le dépistage prénatal non invasif des aneuploïdies, donc des trisomies 13, 18, 21 plus largement. Il a été mis en place dès 2012 et ces indications ont été reprises dans le monde entier et ont permis de réduire drastiquement le nombre de prélèvements invasifs dans ces indications de grossesse à risque d'aneuploïdie. À côté de ça, pour les maladies monogéniques, les maladies mendéliennes, ça a suscité beaucoup moins d'intérêt. Bon, on peut s'en douter d'une part parce que les maladies monogéniques restent des maladies rares, moins fréquentes que des aneuploïdies, et donc parce que les perspectives commerciales sont beaucoup moins importantes. Et très peu de pays se sont lancés dans l'aventure du diagnostic prénatal non invasif des maladies monogéniques. En plus,
comme c'est de la médecine personnalisée, on l'a vu, il y a presque 7000 maladies monogéniques différentes, donc toutes ne nécessitent pas, ne justifieraient pas d'un diagnostic prénatal, mais quand on veut le faire, il va falloir proposer des tests à façon, c'est de la médecine personnalisée. Il faut développer un test spécifique à chaque mutation, donc à chaque famille, ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Donc, si on considère le DPNI, donc pour diagnostic des maladies monogéniques, on peut distinguer deux types d'applications. Une que je qualifierais de relativement aisée, qui est la détection qualitative de variants qui sont absents du génome maternel. Dans ces cas-là, on n'est pas gêné par tout le background d'ADN maternel. Donc là, les grands rectangles, ça représente tous les ADN plasmatiques qui sont en circulation chez la femme enceinte, et le petit rectangle, c'est la contribution fœtale. Donc ici, c'est juste de faire un présence ou absence, on n'est pas gêné par le background maternel. Le deuxième type d'application, c'est plus compliqué, c'est quand la mère est porteuse d'une mutation et qu'on veut savoir si elle l'a transmis ou pas à son fœtus. Dans ce cas-là, il ne suffit plus de mettre en évidence la mutation, il va falloir aller la quantifier. Donc, quelques dizaines d'équipes dans le monde proposent maintenant la détection du premier type d'application, la détection qualitative des variants qui sont absents du génome maternel. Nous, au laboratoire de génétique à l'hôpital Cochin, on a développé des essais, on utilise de la PCR digitale. Donc, quand il y a un couple à risque de transmettre une maladie monogénique qui justifie d'un diagnostic prénatal et que le père est porteur, est à risque de transmettre son variant, ou que c'est une maladie récessive avec deux variants différents, on fait un essai qui est spécifique du variant paternel, et après on va voir si on peut le mettre en évidence ou pas dans le plasma. Si on le met en évidence dans le plasma maternel, c'est que le fœtus en a hérité. Donc on a développé plus d'une centaine de tests comme ça, et on le propose en routine diagnostique à l'hôpital Cochin depuis 2017. En revanche, pour ce qui concerne le deuxième type d'application, les applications plus complexes de détection quantitative des variants qui sont identiques au génome maternel, pour l'instant, il n'y a que 2 pays au monde qui proposent ces applications en routine diagnostique. Il y a la Chine et il y a le Royaume-Uni. Nous, au laboratoire, là, je vous mets un exemple qu'on a fait, on est en train de le mettre au point. Donc là, on ne passe plus par une détection directe de la mutation, on passe par du séquençage NGS de SNP d'intérêt qui sont situés dans un haplotype lié à la mutation. Donc on va identifier, ça nécessite d'identifier les haplotypes parentaux qui sont liés à la mutation, et après d'aller les quantifier dans le plasma maternel pour savoir si le fœtus a hérité de l'haplotype à risque ou non à risque. Donc ça a l'intérêt d'être adaptable à toutes les maladies monogéniques, à toutes les anomalies génétiques, pour un coût relativement abordable, et c'est faisable. Par contre, ça nécessite le fait d'avoir un cas index pour pouvoir savoir quel est l'haplotype à risque. Ouais, alors je finis, j'en ai pour 10 secondes. Bon, les perspectives futures, c'est Denis Lo qui a publié certaines applications qui permettent de s'affranchir de l'utilisation de ce cas index pour pouvoir reconstruire les haplotypes parentaux. Très vite, on a eu des preuves de principe de proposer du DPNI sur un panel de gènes qui sont très souvent impliqués dans des mutations sporadiques à l'origine de maladies monogéniques. Et bien sûr, l'exome et le génome fœtal non invasif sont à nos portes. Remarque finale, on voit que le diagnostic prénatal non invasif des maladies monogéniques arrive et qu'on va pouvoir le proposer de façon précoce, sûre et fiable, mais bien, les avantages cliniques et psychologiques paraissent clairs, mais il y a un certain nombre de problèmes éthiques. Attention au risque de banalisation de ce DPNI, ce n'est pas juste une simple prise de sang supplémentaire au cours de la grossesse. Attention au risque de dérive dû à une pression sociale accrue pour tester, voire mettre fin à la grossesse d'un enfant atteint. Est-ce qu'on va réussir à combiner ça au développement des thérapeutiques in utero ou pas, mais pour quel coût sociétal? On voit que le DPNI devient progressivement disponible pour de nombreuses maladies héréditaires. Ça va nécessiter des ressources financières, des ressources humaines dans les laboratoires, dans les cliniques.
dans les hôpitaux, il y a une nécessité de publier des recommandations, des guidelines pour intégrer ces tests dans notre diagnostic de routine et d'accréditer ces tests. Et je finirai sur le fait de souligner le besoin très important de la formation des professionnels de santé, de l'éducation, de la sensibilisation du public à toutes ces données génétiques et génomiques. Et voilà, les technologies évoluent très rapidement. L'offre qu'on peut proposer en diagnostic prénatal évolue très rapidement. Donc il faut se tenir au courant et savoir au mieux accompagner dans leur choix les familles. Je vous remercie. Bon, comme ça, c'est bon? Oui, bonjour à toutes et tous. Oui, c'est bon, on m'entend correctement? Parfait. C'est jamais très facile de parler après une ministre. Donc je vais essayer d'enchaîner, on n'a pas beaucoup de temps. Donc moi je suis rhumatopédiatre à Lyon et chercheur à l'INSERM. Et l'objectif de la présentation actuelle, c'est celle de vous présenter les situations dans les maladies non génétiques, parce que je m'occupe des maladies inflammatoires et pour la majorité d'entre elles, elles ne sont plutôt pas génétiques, avec une couleur recherche, et c'était l'objectif, je crois, de la présentation. Donc notre filière de santé, F2R, que je co-anime avec le professeur Eric Rachula, eh bien, elle s'occupe des maladies inflammatoires en général, et peut-être le chef de file des maladies, pour ceux qui sont moins familiers, c'est le lupus, une des maladies favorites du Dr House, qui est une maladie rare, mais dont une très faible fraction est vraiment monogénique, que voient les pédiatres, que je peux voir moi dans mon service, mais l'essentiel d'entre elles sont plutôt multifactorielles, comme on dit habituellement. Un des éléments à cette table ronde autour du diagnostic et des méthodes diagnostiques que peuvent emprunter la recherche renvoie finalement à une réflexion que l'on a au début de nos études de médecine. En sémiologie, on nous dit toujours « on ne trouve que ce qu'on cherche ». Et c'est un point quand même très important. On se dit qu'il faut toujours avoir une hypothèse. Et au travers des maladies rares, on peut considérer que lorsqu'on débute, eh bien sans doute, on ne regarde pas du bon côté. Et c'est un élément difficile d'interprétation qui est vraiment, je pense, intrinsèque à la question des maladies rares. Comment on en fait un diagnostic lorsque souvent on ne sait pas ce qu'on cherche exactement. Donc, pour faire le parallèle à cette problématique, c'est qu'on est dans une situation d'explosion des capacités diagnostiques. Et on a de nombreux outils, un progrès technologique majeur qui nous ouvre les portes de nombreuses autres possibilités que celles qui ont été évoquées avant moi autour de la génétique. Donc si on réfléchit pour ce qui est de nos maladies inflammatoires, mais je suis sûr qu'on pourrait l'appliquer aussi à d'autres maladies complexes, l'histoire des maladies, elle commence par un début. Donc habituellement à la naissance, nos patients ne sont pas malades, on a une situation d'équilibre, et puis il se passe une réponse immunitaire, un conflit antigénique, la rencontre avec un virus ou un agent infectieux, et puis la phase habituelle, c'est le retour à la normale après une activation du système immunitaire. Dans certaines situations, eh bien, cette activation va persister et va amplifier, et on se rend compte qu'il y a une petite fenêtre de tir, qui est finalement même assez large, qui est un enjeu important de connaissance pour pouvoir faire des diagnostics, de faire de l'anticipation du diagnostic, de faire de la découverte des mécanismes, et puis éventuellement de pouvoir réverser un phénotype lorsqu'il s'est engagé dans la voie de la maladie. Donc ça, c'est une période qui me semble précieuse pour la recherche. L'autre chose, c'est que maintenant, on peut tout explorer. On peut faire des échantillons salivaires, on peut faire des échantillons urinaires, prendre du microbiote de la peau, des selles. Et pour l'essentiel de nos maladies immunologiques, c'est dans le sang que l'on regarde et qu'on analyse. On peut regarder ensuite l'ADN, le transcriptome, et toute une couche d'exploration qui complexifie énormément nos capacités d'intégration d'une donnée sur une maladie. Et c'est ce champ des multiomics que je voudrais un peu renforcer avec une démonstration sur les transcriptomiques. On y est quasiment, parce que la transcriptomique, c'est tout ce qui est exprimé par les gènes, ce sont les ARN messagers. Et donc, pour ce qui est de nos maladies complexes et multifactorielles, parfois le diagnostic est difficile parce que tous les symptômes n'existent pas au départ. Et nous avons déjà mis à Lyon une signature transcriptomique, interféron, qui existe maintenant en routine et qui est un peu le prémisse de ces approches transcriptomiques que l'on pourra conduire par la suite avec un test qui est fortement positif dans nos maladies inflammatoires. Et puis, on pourrait passer l'échelle du dessus, qui est lorsqu'on regarde l'ensemble des ARN du sang, et pas seulement ceux qui concernent une signature interféron. Là, je vous ai reproduit juste la signature interféron. C'est une toute petite zone de l'ensemble de ce que l'on peut regarder dans le sang des patients. Et puis à côté, vous avez une petite image d'une peinture d'un pointilliste, Paul Signac. Et bien, quand on regarde tout l'ARN, l'ensemble de l'ARN de notre génome que l'on peut ponctionner sur du sang, on voit qu'on a de nombreuses autres informations complémentaires et ça nous donne une image complète de cette situation.
Je donnerai juste un autre élément sur la possibilité toujours au niveau technologique, et la technologie avance presque plus vite que ce que nous on est capable de suivre. On peut regarder ça dans des cellules uniques et on peut faire l'exploration, toujours dans notre modèle du lupus, de ces approches transcriptomiques sur une cellule et sur de multiples cellules répétées en faisant des échantillonnages dans le rein, dans la peau, et on s'est rendu compte que les informations que l'on pouvait tirer d'une biopsie rénale, qui est souvent faite pour suivre ces patients qui ont des atteintes rénales, étaient équivalentes à celles que l'on pouvait réaliser sur une biopsie de peau faite le même jour. Totalement inattendu, et on peut imaginer que peut-être dans le futur on fera des biopsies de peau à la place de faire de biopsies rénales. Donc c'est un champ passionnant de la biologie qui évolue. Je vais finir sur un aspect d'intelligence artificielle qui est aussi un élément sans doute à prendre en compte dans la recherche. Certains d'entre vous connaissent peut-être ce logiciel. Akinator, c'est un jeu, vous pouvez regarder sur votre smartphone très facilement. Vous pensez à quelqu'un, une personnalité, et à travers 10-15 questions, vous répondez par oui ou non ou je ne sais pas, vous allez avoir la personne identifiée. Donc, je devais parler un petit peu plus tôt. Donc, en 15 questions à peu près, on arrive à découvrir Madame la Ministre. Et donc, vous pouvez jouer à ce jeu-là. C'est mes enfants qui me l'ont montré. C'est très, très performant. Et il existe la même chose pour les maladies génétiques rares, les maladies mendéliennes, parce qu'il existe un site qui s'appelle Mendelian qui permet, avec des mots-clés, d'essayer de trouver un diagnostic. C'est ouvert pour les médecins. Et je trouve ça très performant parce qu'il évolue à mesure qu'on le remplit, à mesure qu'on le complète, et il nous pose des questions sur les symptômes qui nous permettront le mieux de discriminer un phénotype particulier. Actuellement, il est enrichi par des bases de données de publications de la littérature scientifique. Nous avons une réflexion au sein de la filière pour essayer de penser que le patient est expert de sa propre maladie. Peut-être qu'en utilisant le verbatim des patients et leur vécu sur les symptômes de leur maladie, permettrait d'avoir un autre canal d'information qui permettrait ensuite d'enrichir cette base de données qui est ouverte aux médecins pour faire les diagnostics via l'intelligence artificielle. Donc, en conclusion, pour la recherche, on a des besoins importants en recherche et formation. C'est un champ que nous, médecins, on n'est pas très familiers. Les omics, jongler avec du big data, on a besoin de bioinfo, de mathématiciens pour jongler avec ces algorithmes. Elles sont précieuses aussi dans le champ des maladies rares parce qu'elles vont ajouter ces couches à la génétique qui permettent d'avoir une vision complète de ces maladies. Et puis, il faut pouvoir les connecter avec ce qu'on appelle le wet lab, les laboratoires de paillasse traditionnels, où on est avec les tubes à essai et les milieux de culture pour confirmer ce que l'on trouve par la transcriptomique. Et je suis convaincu que l'enjeu, c'est de pouvoir impliquer les patients dans ces démarches. Et telle celle de l'intelligence artificielle, je pense que c'est un beau modèle. Voilà, je vous remercie. Je crois qu'on va faire peut-être une session de questions tout à fait à la fin, parce qu'on a pris un peu de temps. Et puis, comme Madame la Ministre nous a introduit sur le problème que Laurence Hervé et Christian Côté vont développer, c'est pourquoi et comment devrait-on faire le dépistage néonatal de l'amyotrophie spinale, quels sont les progrès thérapeutiques assez fascinants. Ça s'appelle Laurence Hervé et Christian Côté de la FM Téléthon qui va parler de la position évidemment des malades et des patients. Laurent. C'est pas grave, Jean-Louis. Bonjour à tous. Alors, moi, ma présentation m'a spoilé, la ministre a spoilé ma présentation, mais c'est pas très grave. Je vais simplement essayer de faire le point de la situation française autour du dépistage néonatal et comment faire pour combler le retard massif que tout le monde connaît. On a évoqué tout à l'heure 3 millions de malades porteurs de maladies rares et actuellement 5 maladies simplement sont concernées par le dépistage néonatal. Alors, le principe du dépistage néonatal, vous le savez, c'est essayer de repérer dans la population générale 780 000 naissances par an en France, des enfants qui seraient porteurs d'une maladie rare, avec un élément important, c'est qu'ils sont asymptomatiques au moment où le prélèvement est réalisé. Et ces maladies doivent répondre à des critères qui autrefois étaient des critères OMS qui dataient de près d'une cinquantaine d'années, qui aujourd'hui sont réduits à 3 points. Un critère de gravité, un critère thérapeutique, au moins de traitement efficace, et si ce n'est pas le cas, d'un protocole de soins validé, et enfin,
l'existence d'un marqueur fiable, que ce soit un marqueur biochimique ou éventuellement un marqueur génétique. L'élément important éthique de ce dépistage néonatal, c'est que ce dépistage doit être réalisé dans l'intérêt supérieur du patient lui-même, pas de la recherche, de l'innovation, mais bien dans l'intérêt supérieur du patient lui-même. Alors le programme français, vous le connaissez, 5 maladies sont dépistées par des tests biochimiques, la phénylcétonurie, l'hypothyroïdie, la drépanocytose, l'hyperplasie congénitale des surrénales et la mucoviscidose. Et on a ajouté en 2012 dans le panel la surdité profonde congénitale qui est réalisée par un test fonctionnel. Depuis 1972, date d'instauration de ce dépistage néonatal en France, et nous étions pionniers à l'époque, eh bien, près de 24 000 enfants malades, tous malades, ont été repérés, ce qui représente finalement plus qu'une maladie rare, puisque c'est un enfant pour 1348 naissances en fin 2017. Alors, on peut se gausser de ce programme. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, eh bien voilà, nous nous situons très loin dans le panel des pays européens, puisque la France a 5 maladies dépistées. Vous voyez que d'autres pays, l'Autriche, l'Espagne, l'Islande, par exemple, sont au-delà de 25 maladies, et que finalement, nous nous situons pratiquement au même niveau que des pays pour lesquels les progrès médicaux sont peut-être un peu moins appliqués qu'en France. Alors, le modèle qu'il ne faut probablement pas suivre, mais qu'il faut néanmoins avoir en tête, c'est le dépistage néonatal aux États-Unis. Voilà la liste des maladies actuellement dépistées aux États-Unis. Alors vous savez, c'est très différent d'un État à l'autre. Et dans certains États, on coche sur une feuille. Les patients, enfin les parents en l'occurrence, cochent un certain nombre de maladies. Et donc dans ce panel, il y a 39 maladies métaboliques. Il y a 4 maladies concernant l'hémoglobine et 11 pathologies diverses pour lesquelles il y a des marqueurs soit biochimiques, soit génétiques qui permettent de détecter chez un enfant qui vient de naître l'existence d'une maladie. Alors, pourquoi est-ce que la France est aussi loin dans cette représentation ? Eh bien, la réponse, elle est liée essentiellement à des problèmes organisationnels. Et l'un est majeur. Il n'y avait, jusqu'à l'année dernière, aucune tutelle décisionnaire de la mise en place de ce dépistage. La ministre l'a dit, les maladies listées le sont par arrêté. Mais en fait, qui rédige ces arrêtés ? C'était la grosse problématique, c'est qu'il y avait une multitude d'intervenants qui étaient les uns et les autres interlocuteurs, mais pas décisionnaires, et qui se refilaient les patates chaudes. Il y avait également des problèmes structurels avec un opérateur associatif, la FDPHE, de multiples structures régionales, mais qui avaient tous des tout petits moyens et pas d'initiative possible de dépistage, et surtout un financement à l'activité. Et quand on finance à l'activité, on n'a pas beaucoup de ressources pour pouvoir faire du pilotage et de l'innovation. Alors, voilà comment ça fonctionnait, je vais aller très vite. Voilà les multiples intervenants. Ces multiples intervenants se croisaient les uns et les autres et aboutissaient à des décisions comme celle de l'AM4 dont on a parlé tout à l'heure. Décision en 2012, nous sommes en 2019, 7 ans plus tard, rien n'est fait, rien n'était fait jusqu'à il y a quelques semaines en tout cas, et c'était une vraie problématique d'organisation. Aujourd'hui, eh bien, il y a un centre national de coordination du dépistage, c'est lui l'opérateur, c'est lui qui organise. Et puis, il y a un comité national de pilotage. Ce comité national de pilotage rassemble tous les décideurs avec une mission quasi unique qui est l'organisation et les perspectives du dépistage. Et ce comité national de pilotage s'appuie sur la Haute Autorité de Santé qui, elle, a pour mission non seulement la veille bibliographique, ce qui est extrêmement important, mais surtout de mettre en œuvre des recommandations sur les dépistages à organiser au sein de notre pays. Et grâce à cela, eh bien, enfin, nous sommes dans une démarche aujourd'hui de prospection et d'élaboration d'un programme beaucoup plus important, avec l'extension à la M4, donc tout est en cours actuellement. Les spectromètres de masse en tandem, j'ai réussi à le dire, sont en cours d'achat actuellement pour un budget total de 3,3 millions d'euros en France. Et donc la MCAD, ainsi que la phénylcétonurie qui va changer de technique, seront installés fin premier trimestre 2020 pour tous les petits Français. Et puis la HAS est actuellement en fin d'analyse d'une extension à d'autres maladies métaboliques. La validation par un panel d'experts est actuellement en cours, avec, et j'insiste beaucoup, un appui très important sur la filière maladies rares. Et la décision de mise en place des dépistages passera par les filières respectives des maladies, c'est absolument essentiel. Et donc, a priori, la réponse sera attendue tout début 2020 et
courant 2020, entre 6 et 10 maladies du métabolisme intermédiaire, essentiellement des aciduries organiques et des acides aminopathies, permettront d'entrer dans un nouveau programme de dépistage. Et donc, nous devrions atteindre une quinzaine de maladies dépistées en France avant la fin 2020. Et ensuite, eh bien, ça va être tout le travail des collectifs, que ce soit des associations, des sociétés savantes, des laboratoires pharmaceutiques éventuellement, de pouvoir interpeller l'ensemble du panel des experts, et en particulier l'AHAS, pour stimuler, pour progresser et mettre en œuvre des expériences pilotes en France qui permettront enfin de pouvoir développer avec des technologies qui peuvent être ouvertes. Et les décisions prises récemment dans les lois de bioéthique n'interdisent pas l'introduction de la génétique dans le dépistage, mais malheureusement ne l'organisent pas, ne l'imposent pas en tout cas. Mais avec les nouvelles technologies, l'utilisation de panels ciblés ou de gènes ciblés et éventuellement l'exome, voire le génome, on a du potentiel. Encore faudra-t-il que les décisions soient prises de façon consensuelle, en particulier avec un respect éthique qui est évidemment essentiel. Donc, maintenant, la problématique, c'est de lancer des études pilotes. On a parlé tout à l'heure du SCID. Les décisions seront prises probablement en fin d'année concernant le déficit immunitaire. Il y a une expérience pilote qui a lieu en France actuellement sur le dépistage des cardiopathies congénitales cyanogènes, avec une technique toute simple. C'est la mesure de la saturation en oxygène chez les bébés. Donc, c'est des choses très simples à mettre en œuvre. Encore faut-il les appliquer en population. Alors, les sciences humaines comptent énormément dans ce dispositif, car les parents ont leur mot à dire dans leur volonté ou pas d'accepter la mise en place d'un dépistage néonatal. Pour certaines maladies, je pense à l'ASI par exemple, il y a des refus de parents de permettre la réalisation de ce type de dépistage. Il faut savoir l'accepter, il faut savoir informer et obtenir des consentements de façon adaptée. Et puis évidemment, les analyses médico-économiques sont indispensables, car les coûts engendrés, non pas par le dépistage lui-même, mais par le financement des thérapeutiques est extrêmement important. Donc, on a maintenant tout ce qu'il faut pour organiser de façon adaptée un nouveau dépistage néonatal en France, avec une évolution dans les quelques semaines qui viennent. Et grâce à un pilotage des décisions beaucoup plus fluide, on devrait pouvoir désormais rattraper le retard tel qu'il était accumulé durant ces dernières années. Je vous remercie. Bonjour, donc moi je m'appelle Laurent Servet, je suis professeur à l'université d'Oxford et à l'université de Liège en Belgique. Hop. Et donc je vais vous parler du dépistage de l'amyotrophie spinale. Alors en fait on a aujourd'hui plus de 14 évidences à travers 4 programmes comme quoi traiter précocement l'amyotrophie spinale est beaucoup plus intelligent et efficace que la traiter tardivement. Et nous avons par ailleurs 2 études présymptomatiques avec 2 approches différentes, les antisens et la thérapie génique. Tout ça a été revu récemment. Je voudrais simplement commencer par vous montrer 2 courbes. Les enfants en gris sont des enfants avec une amyotrophie spinale de type 1 qui n'ont pas été traités. 65 à 70% d'entre eux mourront après 1 an. Les enfants en rouge sont des enfants qui sont traités au moment des symptômes. Avec leur évolution motrice, ces enfants vont mieux, ces enfants ne mourront pas. Ces enfants, pendant toute leur vie, seront dépendants, pour la plupart d'entre eux, d'une ventilation non invasive ou d'un fauteuil roulant électrique. Et leur coût pour la société, outre le traitement, sera entre 5 et 7 millions d'euros. Et en bleu et en vert, vous avez les patients qui ont été traités avant les symptômes. Vous avez des patients qui ont été traités avant les symptômes, soit parce qu'ils étaient les frères et sœurs de patients atteints, soit parce qu'ils étaient identifiés en dépistage néonatal. Il n'y a aucune commune mesure, il n'y a aucune possibilité de comparer un enfant traité en pré- et en post-symptomatique. Pour ceux qui ont besoin d'un peu plus de chiffres, voici les 25 premiers patients qui ont été traités en présymptomatique avec l'amyotrophie spinale. Et vous avez les patients qui ont 3 ou 2 copies du gène SMN2. Je ne rentre pas dans les détails puisqu'on n'a pas le temps. Mais toujours est-il, pour garder un message en tête, que les patients qui ont 3 copies d'SMN2 marchent tous à l'âge normal et sont tous strictement normaux au lieu d'être en fauteuil roulant électrique comme leur maladie les y prédestinait. Quant aux patients qui ont 2 copies du gène SMN2, la moitié d'entre eux sont tout à fait normaux, l'autre moitié a un retard moteur. Ce papier vient d'être publié, il est sur le site de Neuromuscular Disorders. Nous avons une 2e étude présymptomatique avec la thérapie génique.
Et là aussi, les enfants qui ont 2 copies du gène SMN2 sont normaux. Ils évoluent dans le corridor de la normalité. Alors parfois, un petit dessin vaut mieux qu'un grand discours. Voilà les premiers patients en France qui ont été traités pour l'un en post-symptomatique. Ici, vous avez un patient en post-symptomatique qui va beaucoup mieux, Oscar. Maintenant, vous voyez, il est beaucoup moins hypotonique. Il tient assis. Il tient assis. Quand bien positionné, il peut, avec ses mains, se stabiliser. Mais sa sœur, qui a été traitée en pré-symptomatique, est strictement normale. Elle est capable de faire des mouvements de bodybuilding avec le smartphone de sa mère, alors que son frère, qui va beaucoup mieux, parce qu'il est traité depuis 6 mois en post-symptomatique, ne marchera jamais. Ne marchera jamais parce qu'il n'y a pas d'enfant post-symptomatique traité par nusinersen avec un type 1 qui marche aujourd'hui. Et cet enfant, très probablement, va être dépendant pendant toute sa vie d'un fauteuil roulant électrique et d'une ventilation non invasive, donc un coût moyen entre 5 et 7 millions d'euros. Pour ceux qui pensent que ça ne va pas durer, voilà ce que fait un enfant avec une SMA type 1 traité pré-symptomatique quand elle désire se regarder dans le miroir. Rien à voir avec le Wernicke-Hoffmann, le floppy infant avec lequel nous avons été éduqués. Je vous rassure, on n'a pas le temps d'aller jusqu'au bout de la vidéo, mais elle descendra sur son petit canard jaune. La voilà 2 ans plus tard. Ceci n'est pas un enfant avec une SMA type 1. Ceci n'est pas un enfant avec une SMA type 1 traité post-symptomatique. Ceci est un enfant traité pré-symptomatique. Et la voilà, 6 mois plus tard, pour ceux qui pensent que ça ne va pas durer. On n'a pas de test à lui faire réaliser puisqu'elle est strictement normale. Donc on la charge, on lui met des trucs, genre son vélo, tout ce qu'elle veut. Elle monte les escaliers, elle déménage avec ça, simplement pour montrer sa normalité. Vous n'avez plus besoin d'échelle, vous n'avez plus besoin de chiffres. Vous avez simplement besoin de regarder vos enfants et de regarder des enfants qui sont normaux plutôt que des enfants qui ne le sont pas. Quand vous avez ce type de patient, et j'en ai eu 2 en France, vous pensez tous les jours au screening néonatal et vous rêvez toutes les nuits au screening néonatal. Nous l'avons fait en Belgique. Nous avons screené 55 000 enfants pour la myotrophie spinale depuis 2 ans. Nous avons détecté 7 cas qui sont traités et qui vont tous bien aujourd'hui. Cela ne pose aucun problème technique, cela ne pose aucun problème éthique. Tout est passé à travers le comité d'éthique, le collège belge des généticiens, le ministère de la petite enfance. Attraper un enfant avec une amyotrophie spinale nous a coûté 2 € par nouveau-né screené, autrement dit 15 000 €. 15 000 € pour avoir un nouveau-né normal aujourd'hui, plutôt qu'avoir un nouveau-né avec un handicap majeur pour le même prix du traitement, puisque de toute façon vous avez décidé de le traiter. Sachant cela, nous screenons environ 13 maladies en Belgique francophone. Il y avait déjà eu 2 études pilotes à Taïwan et en Amérique. Entre-temps, d'autres programmes ont commencé. 180 000 enfants screenés pour la myotrophie spinale en Allemagne. L'Australie, 140 000 enfants screenés. Plusieurs États des États-Unis. L'Italie, avec la Lazio, avec la Toscane. Plusieurs régions d'Europe où on screen pour la myotrophie spinale et où on screen avec des tests génétiques. Vous pouvez vous dire une chose, c'est que chaque jour, tous les 6 jours en France, il naît un patient avec une amyotrophie spinale. Chaque fois que nous perdons 6 jours à mettre en place ce genre de diagnostic, c'est un patient qui sera comme le petit garçon que vous avez vu sur la vidéo plutôt que comme la petite fille. À l'échelle d'une année, ça en fait 60. Vous pouvez fermer les yeux et imaginer 60 enfants dans la tombe, au fauteuil, avec une ventilation non invasive, plutôt que 60 enfants qui courent et qui montent les escaliers avec leur vélo. C'est un test tout simple, c'est une PCR, ça coûte 2 €. On le confirme en MLPA. Je vous passe tout ça, ça n'a aucune importance. Pour vous dire simplement que nous avons obtenu toutes les autorisations nécessaires en moins d'1 an et que nous avons pu mettre tout ce programme en place en moins d'1 an. Je n'ai plus vu d'amyotrophie spinale de type 1 en Belgique francophone depuis 2 ans. Il reste des questions. Quel traitement premier, quel traitement des formes néonatales, quel traitement des 4 copies. Elles ne sont pas résolues. Et elles ne le seront pas avant 20 ans. Mais ce n'est pas grave. On va les résoudre parce qu'on commence à screener. On a une étude Health Economy qui est en cours pour essayer de calculer si effectivement, quand vous dépensez 15 000 € pour attraper un enfant et éviter 7 millions de coûts en fauteuil roulant, en arrêt de travail des parents et en ventilation, on fait effectivement un bon deal. Alors je voudrais juste terminer avec une réflexion par rapport à ce que j'ai entendu aujourd'hui. Je pense que si on parle de retard massif
et qu'on dit que pour combler ce retard massif, on va finalement faire tout sauf de la génétique, c'est un peu comme un pays qui aura un retard massif en termes de télécommunications et qui dirait on va faire tout mais pas implanter le téléphone mobile. Je suis désolé d'être provocateur, mais je pense que c'est important pour lancer le débat. Merci beaucoup. Bonjour, alors de l'inconvénient de passer le dernier, j'imagine que j'ai des minutes négatives. Non, j'ai 5 minutes quand même. Bon, alors merci de me donner la parole et de pouvoir porter ici la parole des malades, alors à 2 titres, comme directeur de l'AFM Téléthon, mais aussi en tant que père d'une enfant atteinte d'amyotrophie spinale, justement. Et je vais donc m'inscrire dans la suite de la présentation de Laurent. Donc je vais parler d'amyotrophie spinale, mais je voudrais préciser ici que mon topo a une portée beaucoup plus large, car il concerne un très grand nombre de pathologies rares qui rentrent ou qui vont progressivement entrer dans le progrès thérapeutique. Ces nouvelles et puissantes thérapeutiques, on l'a vu, Laurent l'a dit, elles agissent sur le mécanisme causal de la maladie, soit en corrigeant l'expression d'un gène par un oligonucléotide ou une petite molécule, soit en remplaçant le gène muté par un ADN médicament. De fait, ce sont des outils d'une médecine préventive qui agissent avec le maximum d'efficacité dans les premiers stades, ou mieux, avant que la maladie ne soit déclarée. C'est un peu théorique de le dire comme ça, mais les résultats cliniques présentés par Laurent montrent que pour cette maladie, l'amyotrophie spinale, la démonstration clinique rejoint la théorie. Donc, c'est maintenant un consensus à la fois scientifique, médical, et qui correspond par ailleurs à l'attente des malades et des familles qui en ont compris tous les enjeux, non pas pour eux, mais pour les générations futures. Il faut dépister dès la naissance pour traiter au plus tôt, avant que les symptômes non réversibles apparaissent, je dirais avant que la maladie ne dégrade le corps irréversiblement. Et pour cette maladie, l'amyotrophie spinale, en effet, des programmes pilotes aujourd'hui existent aux États-Unis, à Taïwan, en Australie, en Belgique, merci Laurent, en Allemagne, en Italie, d'autres sont en préparation en Espagne. Donc, c'est une urgence vitale et la France doit aussi s'inscrire dans cette problématique qui est une des conditions nécessaires à la mise en œuvre du progrès thérapeutique que l'on évoque. Avec la filière de santé Filnemus, nous avons commencé à travailler pour déployer en France des pilotes régionaux de dépistage néonatal de la SMA. Et 2 projets émergent aujourd'hui dans le sud-ouest autour de Bordeaux et dans le nord-est autour de Strasbourg. Alors dans ce domaine, et je vais faire le lien avec les propos de notre ministre de la Santé, dans ce domaine, l'amyotrophie spinale, comme d'autres maladies, présente une spécificité, ce n'est pas la seule. Le traceur biologique pertinent permettant de la dépister à la naissance, c'est bien la recherche de la double délétion de l'exon 7 du gène SMN1. C'est donc par la recherche de la mutation causale que l'on peut dépister cette maladie. Or, cette pratique n'est pas aujourd'hui inscrite dans le programme français de dépistage néonatal. Et j'avais envie de dire, pire, Madame la ministre de la Santé, n'est-ce pas Philippe, s'est opposée à l'ouverture de cette possibilité que nous avions proposée dans le cadre de la révision des lois de bioéthique, renvoyant en cela, elle l'a répété ce matin, aux expertises de la Haute Autorité de Santé et de l'Agence de la biomédecine. En fait, je pense que le débat a été très confus, parce que de quoi s'agit-il en réalité? Aujourd'hui, la recherche d'une caractéristique génétique d'une personne est très encadrée par le Code de santé publique. Je cite parce que c'est important. Préalablement à la réalisation d'un examen des caractéristiques génétiques d'une personne, le médecin prescripteur informe celle-ci des risques qu'un silence ferait courir aux membres de sa famille potentiellement concernés si une anomalie génétique grave, dont les conséquences sont susceptibles de mesures de prévention, y compris de conseils génétiques ou de soins, étaient diagnostiquées. Il prévoit avec elle, dans un document écrit, qui peut, le cas échéant, être complété après le diagnostic, les modalités de l'information destinée aux membres de la famille potentiellement concernés,
Enfin, d'en préparer l'éventuelle transmission. Ces règles, qui prennent tout leur sens lorsqu'on est dans une situation de diagnostiquer une maladie déclarée, ces règles, on ne peut évidemment pas les appliquer en situation de dépistage néonatal pour laquelle seule une informe proportion de bébés seront dépistés positifs. Il n'est pas envisageable de rentrer dans une telle procédure qui créerait de l'anxiété chez les 740 000 couples qui, chaque année, donnent naissance à un bébé qui, heureusement, sera en bonne santé dans l'immense majorité des cas. Il s'agissait donc bien, à travers les amendements proposés dans le cadre de la révision des lois de bioéthique, de faire évoluer les techniques de dépistage en simplifiant les conditions de mise en œuvre du dépistage génétique, mais aussi de donner une définition actualisée du dépistage néonatal, afin d'intégrer les révolutions de la génétique à la rapide multiplication prévisible d'arrivées de traitements efficaces pour un nombre croissant de maladies rares. Et bien entendu, contrairement à ce qui a été dit, il ne s'agissait pas de passer à du tout génétique, il ne s'agissait pas d'examiner la totalité du génome du bébé. On a même entendu des mots du type eugénisme. On se demande où certains députés ont pu aller chercher ces arguments. Ce refus de faire évoluer la loi ne remet pas en cause la mise en place des pilotes que nous avons évoqués. Simplement, il faut le dire, il faut garder à l'esprit que lorsque le moment sera venu de la généralisation de ce dépistage, la loi devra être adaptée pour simplifier les conditions de sa mise en œuvre. Alors, une conclusion. Pour moi, l'équation est simple. Chaque année en France, naissent environ 120 bébés atteints de la maladie, la myotrophie spinale, et parmi ceux-ci, 70 d'entre eux sont atteints de la forme la plus grave qui, hier, tuait la majorité d'entre eux avant 24 mois. Pour les 70 bébés de la maladie de type 1 qui vont naître en 2020, nous avons soit le choix d'attendre que la maladie soit déclarée après un parcours diagnostique classique, c'est ce qu'a dit Laurent, avant de les traiter, ou bien de les traiter préventivement si on les dépiste à la naissance. Dans tous les cas, ils seront traités, donc le prix de ces traitements pour le système de santé est rigoureusement le même, mais dans le premier cas, la maladie aura fait des dégâts irréversibles et certains mourront quand même, et dans le deuxième cas, traités préventivement, leur vie sera changée, et on peut même dire que pour certains d'entre eux, la maladie pourrait même ne pas apparaître. Donc il n'est éthiquement pas acceptable que lorsqu'existe un traitement efficace pour une maladie grave, un enfant ne puisse pas y avoir accès dans les meilleures conditions d'efficacité, faute d'avoir pu bénéficier d'un diagnostic précoce de sa maladie, et même d'un diagnostic avant que la maladie ne soit là. Et j'ajouterai pour en terminer que si la myotrophie spinale réunit aujourd'hui toutes les conditions pour avancer vers le dépistage, dans les 3 ans qui sont devant nous, c'est plus de 40 thérapies géniques qui sont annoncées par les autorités de santé. Donc nous ne sommes qu'au début d'une grande révolution médicale et il est certain que le dépistage génétique va inéluctablement s'imposer. La question, c'est combien de souffrances encore que l'on pourrait, sinon éviter, à minima atténuer par une attitude préventive dès la naissance, et cela dès à présent. Je vous remercie. Jean-Louis, je vais faire mon horrible travail de gardien du temps. Et je crois qu'on va vous remercier encore une fois. Il faut qu'on passe maintenant la parole à nos 2 ambassadeurs à l'Assemblée nationale, que sont Philippe Berthat et Jean-Louis Touraine. Et donc malheureusement, on n'a pas le temps de prendre des questions. Vous m'envoyez désolé. Pendant le lunch, ceux qui voudront poser des questions. On aura tout l'espace du déjeuner.